On ne résiste pas à l'invasion des armées, on résiste à l'invasion des idées. Une citation prêtée à Victor Hugo, dont l'authenticité n'est pas formellement établie, mais dont la vérité, elle, ne fait aucun doute. C'est le 19 août 1944. Il est 16 heures. Dans les rues de Saint-Ouen, la chaleur de l'été colle au pavé. Des pas résonnent sur les trottoirs, des voix basses, des regards qui guettent les carrefours. Les blindés allemands sont encore là. La Wehrmacht tient les grands axes. Paris brûle à quelques kilomètres. La ville s'est soulevée le matin même. Et ici, dans cette banlieue ouvrière, au nord de la capitale, un homme de 30 ans rassemble ses camarades devant un immeuble ordinaire. Il s'appelle Jean Glarner, capitaine, ingénieur polytechnicien. Il n'est pas né ici, il n'a pas grandi ici, mais c'est ici qu'il a choisi de se battre. Et c'est ici, à quelques kilomètres de Saint-Ouen, qu'il va mourir. 24 heures plus tard. Ce soir-là, la mairie de Saint-Ouen est libre. Les drapeaux français et alliés flottent aux fenêtres. Jean Glarner prend la parole devant les Odoniens rassemblés. Il a 30 ans. Il en a pour moins de 24 heures à vivre. Voilà ce que l'on sait de lui. Ce que l'on sait moins, c'est le chemin, long, souterrain, clandestin, qu'il a mené là. Nous sommes en 1944, l'été. La France se déchire entre l'occupation, la collaboration et la résistance depuis 4 ans. Le 6 juin, les Alliés ont débarqué en Normandie. La machine de guerre allemande recule. Mais elle recule en tuant. Les exécutions de représailles, les massacres de civils, les colonnes de soldats qui dynamitent ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Paris est une poudrière. Le 18 août, la police parisienne se met en grève. Le 19 au matin, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, se soulèvent dans toute la capitale et sa banlieue. C'est le début de la semaine la plus violente de la libération. Une semaine où des hommes armés de fusils de chasse et de pistolets récupérés affrontent des soldats aguerris et des chars. Saint-Ouen n'est pas une ville comme les autres. C'est un nœud ferroviaire, industriel, stratégique. Sur ses docks, le long de la Seine, s'entassent les usines. La Somua, qui fabrique des machines-outils et des véhicules blindés. La Thomson Houston, qui produit du matériel électrique, les ateliers de Renault, les chantiers Farco. Les Allemands y ont installé des ateliers de réparation pour leurs blindés, des dépôts logistiques, des postes de commandement. Libérer Saint-Ouen, c'est couper une artère vitale de la logistique allemande en région parisienne. Et Saint-Ouen est rouge, ouvrière, syndicalisée. Elle a résisté à sa façon depuis 1940. Des tracts imprimés dans des caves, des filières clandestines, des hommes et des femmes qui risquent leur vie dans le silence des usines. Le comité local de libération, le CLL, s'est organisé dans l'ombre depuis plusieurs années. Il attend le moment. Ce moment, c'est le 18 août 1944. Le CLL passe à l'action et confie le commandement des FI de Saint-Ouen à un homme en qui il a entièrement confiance, le capitaine Jean Glarner. Mais qui est-il, cet homme? D'où vient-il? Pourquoi lui? Les origines. Marseille, l'X, l'artillerie. Jean-Louis Lazare Glarner naît le 10 mars 1914 à Marseille. Son père, Enrico Alessandro Glarner, est courtier en céréales, un homme du commerce méditerranéen, du mouvement, des ports et des échanges. Sa mère, Marie-Thérèse Trouche, est marseillaise de vieille souche. Jean est brillant au point d'intégrer l'école polytechnique, la grande école française par excellence, celle où l'on forme les ingénieurs d'État, les officiers, les bâtisseurs de la République. Il en ressort ingénieur, avec le grade de capitaine dans l'artillerie coloniale. Un homme de science et de méthode, un homme formé pour construire et, si nécessaire, pour détruire avec précision. Quand la guerre éclate en 1939, Glarner est chef de service au parc d'artillerie de Marseille. Il connaît les canons, les munitions, les logistiques militaires dans leurs moindres détails. Ce qu'il sait faire, c'est précisément ce que l'armée allemande ne doit pas pouvoir utiliser contre la France. L'engagement, l'automne 1940. Dès l'automne 1940, à peine l'armistice signé, Jean Glarner rejoint Libération Sud, l'un des premiers grands mouvements de résistance de la zone non occupée,
fondé par Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Il est proche des socialistes, il croit à la République, à la démocratie, à la dignité humaine comme valeur non négociable. Pour lui, la résistance n'est pas un choix romantique, c'est une évidence morale. Il agit, il sabote, il met à profit sa connaissance du matériel militaire pour neutraliser ce qui peut servir l'ennemi. En mars 1942, il est soupçonné d'être impliqué dans un sabotage de matériel d'artillerie. Il est arrêté par les autorités de Vichy. Il est interné au camp de l'Île Verte, à Valescure, près de Saint-Raphaël, dans le Var. Un camp français sous régime de Vichy. Pas les camps nazis, mais une détention réelle, une surveillance, un isolement. Il y passe 18 mois. 18 mois à attendre, à réfléchir, à se tenir prêt. Et le 8 septembre 1943, il s'évade. Ce n'est pas une libération accordée par l'administration. C'est une évasion, un acte délibéré, risqué, qui dit tout de l'homme. Il n'attend pas que l'on lui ouvre la porte. Il choisit lui-même sa liberté. Paris, Saint-Ouen, la vie souterraine. Il monte à Paris. Il rejoint Libération Nord, le mouvement Frères en zone occupée, et il s'installe à Saint-Ouen. Pourquoi Saint-Ouen ? Les archives ne le disent pas clairement. Peut-être un contact, un camarade, une adresse transmise dans le réseau. Peut-être simplement que cette ville ouvrière, dense, anonyme, pleine d'usines et d'immeubles, offrait la meilleure couverture à un clandestin. Dans Saint-Ouen, un inconnu se fond dans la masse. Les Allemands ont d'autres priorités que de surveiller chaque ouvrier de chaque atelier. Pendant près d'un an, de septembre 1943 à août 1944, Glarner vit dans la clandestinité. Ce que nous savons de cette période est maigre. Les archives sont lacunaires. Il se déplace, il rencontre, il organise. Il prend contact avec le CLL, le Comité local de libération, qui se réunit dans des appartements et des caves de la ville. Il gagne la confiance de ses membres, un par un. Saint-Ouen, l'homme dans la ville. Glarner s'intègre dans le tissu résistant de Saint-Ouen, un polytechnicien qui boit le même café froid que les ouvriers, un officier qui écoute avant de commander. Il connaît aussi Gustave Lesesne, l'ancien maire socialiste que Vichy a maintenu en poste en mai 1941, par ordre de l'amiral Darlan. Lesesne incarne la zone grise, ni collaborateur acharné, ni résistant. Un homme qui a accepté de servir sous l'occupant par calcul ou par faiblesse. Pour le CLL, il devra rendre des comptes à la Libération. Le 18 août 1944. Le 18 août, le CLL passe à l'action. Il confie le commandement des FFI de Saint-Ouen à Glarner. 30 ans, ingénieur, officier, résistant depuis 1940, évadé, clandestin depuis un an. C'est l'homme de la situation, celui qui connaît à la fois la tactique militaire et les hommes de la ville. Le 19 août, 16h. Le 19 août 1944, à 16h, le comité local de libération clandestin, ayant à sa tête le capitaine Jean Glarner, est parti de cette maison pour aller prendre possession de la mairie de Saint-Ouen. C'est la phrase gravée sur une plaque commémorative. Sobre, précise. Elle dit tout. La mairie est prise sans bain de sang. Les FFI occupent les couloirs, les bureaux, le hall d'honneur. L'ancien maire Lesesne est provisoirement maintenu pour assurer la continuité administrative. Monsieur Paradis prend ses fonctions de président du CLL. Glarner est désigné à la tête de la délégation municipale provisoire. Dehors, les Odoniens se rassemblent devant la mairie. Des drapeaux sortent des fenêtres, gardés depuis 4 ans pliés dans des tiroirs. Glarner prend la parole. Il a 30 ans. Les archives ne nous ont pas conservé ces mots exacts, mais la foule qui l'écoute ce soir-là s'en souvient. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 4 ans, Saint-Ouen est libre. Le 20 août, la mission de trop. Le lendemain matin, le CLL charge Glarner d'une mission, arrêter Gustave Lesesne. Le maire vichiste s'est réfugié chez son fils, dans le quartier Picpus, dans le 12e arrondissement de Paris. Plusieurs FFI montent dans un véhicule. Direction le 12e. Paris est encore une ville de guerre. Des soldats allemands tiennent des carrefours isolés. Des tireurs embusqués dans les immeubles haussmanniens. La garnison de la gare du Nord est particulièrement agressive. Au carrefour de l'avenue Magenta et de la rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement,
Des soldats allemands donnent l'ordre au chauffeur de s'arrêter. Lorsqu'il descend de l'automobile, Jean Glarner est exécuté par un sous-officier allemand. Il avait libéré Saint-Ouen 18 heures plus tôt. Ce que l'on retient, Jean Glarner est inhumé d'abord au cimetière de Saint-Ouen le 25 août 1944, puis réinhumé à Marseille, sa ville natale. Deux villes lui rendent hommage, Saint-Ouen et Marseille lui donnent chacune une rue à son nom. Son nom figure sur le monument commémoratif de l'école polytechnique. Parmi les polytechniciens morts pour la France, il est homologué FFI, décoré de la mention « Mort pour la France ». L'avenue du Maréchal Pétain à Saint-Ouen, symbole de la collaboration, devient l'avenue du capitaine Glarner dès le 12 octobre 1944. Un geste politique fort et délibéré. On efface Pétain, on grave Glarner. Les zones d'ombre. Parlons de ce que l'histoire héroïque oublie parfois. Glarner était un homme de la résistance socialiste, Libération Sud, puis Libération Nord. Ces mouvements naviguaient dans des tensions parfois vives avec les réseaux gaullistes et communistes. Nous ne savons pas précisément comment Glarner se positionnait dans ces rivalités internes. Et les archives sur ces 10 mois clandestins à Saint-Ouen, entre son évasion en septembre 1943 et août 1944, sont lacunaires. Près d'un an de vie souterraine dont nous ne savons presque rien. La mission qui l'a tué mérite aussi réflexion. Arrêter Gustave Lezesne, le maire vichiste, c'était une mission politique autant que judiciaire. La libération partout en France s'accompagnait de règlements de comptes et d'épurations parfois sauvages. Glarner aurait-il remis Lezesne à un tribunal équitable ? Nous ne le saurons jamais. Il est mort avant. Ce que nous savons, c'est que Lezesne, lui, a survécu. Et que la libération de Saint-Ouen, comme celle de toute la France, s'est faite dans la violence, l'espoir et l'ambiguïté mêlée. Ce que Saint-Ouen lui doit. Saint-Ouen est une ville qui n'oublie pas ses morts. Elle a nommé ses rues, ses stades, ses écoles d'après ceux qui ont payé de leur vie. Glarner rejoint cette liste, Bauer, Dallène, Della Negra, comme une colonne vertébrale mémorielle qui dit ce que la ville choisit de transmettre. Mais peut-être ce qui mérite d'être dit en premier, c'est ceci. Jean Glarner n'était pas d'ici. Il venait de Marseille. Il a choisi Saint-Ouen. Et Saint-Ouen l'a choisi en retour. Le 19 août 1944, à 16h, un homme de 30 ans a mené ses camarades prendre possession d'une mairie. Ce n'était pas Stalingrad. Ce n'était pas le débarquement. C'était une ville de banlieue, une mairie ordinaire, une après-midi d'été. Mais dans cette banalité, il y avait quelque chose d'immense. La République qui se relevait, rue après rue, mairie après mairie, homme après homme. Jean Glarner est mort le lendemain, 30 ans, ingénieur, capitaine, résistant depuis 1940, évadé, clandestin, libérateur, mort à l'angle de l'avenue Magenta et de la rue de Dunkerque, à quelques kilomètres de l'endroit qu'il venait de libérer. Sans avoir vu la libération de Paris, sans avoir vu la fin de la guerre. Son nom est gravé dans le granit de Saint-Ouen. Et c'est ce que ce podcast veut faire, sortir ces noms du granit, les remettre dans la voix, dans le souffle, dans le mouvement. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'Albert Dallène, policier, résistant, fusillé en 1942. Un homme qui n'a pas vu la libération non plus, mais dont le nom lui aussi a survécu. Parce que les morts ne demandent pas grand-chose, ils demandent juste que l'on se souvienne.